Nous sommes dans l'état du Minas Gerais, au sud du Brésil. Dans son village, José Barbosa, 68 ans, a été victime d'un cataclysme dont il a bien du mal à se remettre. J'ai le cœur serré à chaque fois que je reviens ici. J'ai tout perdu. 60 ans de travail, tout a été emporté. Avec son voisin, sa fille et sa petite-fille, ils sont obligés de franchir ces barbelés pour rentrer chez eux. La zone est interdite au public. Ici, il n'y avait aucun risque. Maintenant, il y a des sirènes en cas de danger. Un immense terrain vague, c'est tout ce qu'il reste de Bento Rodrigues. Là, c'était la maison du petit jeune, Gilmar. Non, Gilmar vivait là-bas. Je suis sûre que Valéria habitait ici. Non, je me trompe. La maison de Valéria se trouvait à cet endroit. Le village est méconnaissable. Il a été dévasté par un tsunami de boue. Regardez le frigo où il a atterri. Sur le toit. Tout est détruit, sans dessus-dessous. Regardez le lampadaire par terre. C'est fou, on croirait la fin du monde. C'est très triste de voir le village comme ça. C'était le 5 novembre 2015. En plein après-midi, à la mine de la compagnie Samarco, 2 bassins de déchets cèdent, 5 km au-dessus de Bento Rodrigues. Le barrage a explosé! Une vague de boue se forme et déferle sur le village. Je venais d'arriver, ma mère et mon neveu étaient à l'arrêt de bus. On a vu le nuage de poussière, on a tout de suite compris que le barrage avait lâché. Effaré, un habitant du village filme avec son téléphone portable l'arrivée des flots dans un vacarme terrifiant. Il faut qu'on parte d'ici. Il faut prévenir les gens de Bento Rodrigues. Sous leurs yeux, 50 millions de mètres cubes de boue engloutissent le village. C'était une énorme vague de boue et de poussière. Au milieu, il y avait des camions, des pelleteuses. Les arbres étaient arrachés. La vague a tout détruit sur son passage. Devant l'ampleur du phénomène, la plupart des habitants se réfugient sur les hauteurs. Une dame est morte là-bas. Elle n'a pas eu le temps de sortir de chez elle. Elle habitait au bord de la rivière et elle ne marchait plus très bien. La boue l'a emportée. Au même endroit, des enfants aussi ont été emportés. Les images de la catastrophe tournent en boucle sur les télés brésiliennes. 2 villages sont submergés, plus de 1200 personnes se retrouvent sans abri. Le bilan est lourd, 15 employés de la mine de Samarco sont morts et 4 habitants de Bento Rodrigues. Par chance, José Barbosa et sa famille ont survécu à la tragédie. Mais leurs maisons ont complètement disparu. Là, c'était ma cuisine. Ici, il y avait l'évier. Là, c'était la paillasse où je faisais sécher ma vaisselle. Là, il y avait le comptoir et mon salon allait d'ici jusqu'à là-bas. C'était le garage avec la voiture. Le café-restaurant de José est pétrifié. À l'intérieur, ce que la vague n'a pas emporté est irrécupérable. Ici, il y avait 3 frigos. Au fond, il y avait un grand congélateur. Tout est perdu. Les Barbosa ont été relogés en urgence par la compagnie minière Samarco. C'est le principal employeur de la région. Après l'or, le manganèse et le nickel, le Minas Gerais est aujourd'hui l'un des plus grands gisements de fer au monde. Pour extraire le minerai,
les compagnies utilisent d'énormes quantités d'eau. Le liquide est stocké ensuite dans des bassins de rétention, comme celui de Bento Rodrigues. Cette technique est la moins chère, mais c'est aussi la plus dangereuse pour l'environnement. Pourtant, Samarco avait la confiance de la population. Ils organisaient des réunions au village. Certains habitants leur demandaient si on courait un risque avec le barrage. Ils nous répondaient « Retirez-vous ça de la tête, le barrage est sûr à 100%, à 1000% même. » Et en fait, il ne l'était pas du tout. Après avoir englouti le village de José Barbosa, la vague de boue a continué sa course. Chargée des déchets de la mine, elle dévaste tout sur son passage et se jette dans un fleuve, le Rio Dos. 350 km plus loin, un Indien de la tribu Krenak filme avec son téléphone portable une hécatombe. Le Rio Dos est foutu. Regardez ces poissons. Il leur faut 5 ans pour devenir gros comme ça. La vague les a tués en 1 seconde. Regardez celui-là. Ils ont tué toutes les espèces. Et celui-là encore. Du mercure et de l'arsenic ont empoisonné le fleuve. Utilisés pour l'extraction de l'or, ces résidus toxiques dormaient au fond des rivières. La vague les a emportés et déversés dans le Rio Dos. Lorsque nous entrons dans la réserve indienne des Krenak, la vie a pratiquement disparu dans l'eau du fleuve. Une catastrophe pour les Indiens qui défendent depuis toujours le Rio Dos. Douglas, 32 ans, est le porte-parole de la tribu. Il est en colère contre Samarco et les autorités. Ces gens-là se rendent compte maintenant de l'importance du fleuve qui est sacré pour nous, de son importance pour la vallée du Rio Dos. Il a fallu attendre cette tragédie, malheureusement. Pour les Krenak, le fleuve est devenu un bras mort dont ils doivent aujourd'hui faire le deuil. C'est très dur. Il n'y a que des poissons morts. Des fois, on en voit 5, 6, 7 qui flottent à la surface. Le fleuve est mort. Comment voulez-vous que je rentre dans cette eau avec mes enfants? Pourtant, nous sommes nés et avons grandi dans le fleuve. Les Indiens n'avaient jamais eu à affronter un tel problème. Face à la catastrophe industrielle, Douglas se sent désarmé. Si on ne trouve pas de solution, le peuple Krenak va disparaître. Nous n'avons plus les moyens de vivre ici. La pollution a rendu l'eau inutilisable et le fleuve a été remplacé par des camions. Ces camions, c'est Samarco qui les envoie pour ravitailler le village, pour qu'on puisse boire et qu'on puisse se laver. Douglas utilise aussi cette eau pour abreuver son bétail et arroser ses cultures. Mais pour lui, une citerne ne peut pas remplacer son fleuve. Le Rio Dos est composé de nombreux éléments. Ce n'est pas seulement de l'eau potable. Il y a la forêt, les îles, les berges avec leurs plages. C'est tout un système complet. C'était ça la relation qu'on avait avec le Rio Dos. Il nous apportait ses bienfaits et il emportait les mauvaises choses vers les grandes eaux salées, vers la mer. Ces choses faisaient partie de nos vies et nous les avons perdues. Aujourd'hui, nous devons nous contenter de ça. Dans la tradition Krenak, cette paillote est le lieu de discussion. Ce jour-là, le nom indien du fleuve, Watu, évoque plutôt une veillée funèbre. Voici l'un de nos meilleurs chasseurs. Il chasse, il pêche. Des jaguars, des singes, des porcs sauvages, des ragondins, de tout.
Je chassais. Je chassais tout. Je ne chasse plus. Mais pourquoi? Il n'y a plus rien. La forêt est vide. Les chiens qui boivent l'eau du fleuve sont en train de mourir. On emmenait les enfants, comme ma petite fille là. On allait se baigner tous les jours. On frappait l'eau pour appeler la pluie. Les nouveau-nés y prenaient leur premier bain. Le baptême se faisait dans le fleuve. Nos anciens ne vont pas bien du tout. Ils sont dépressifs. Quand ma mère va au bord du fleuve, elle pleure tout le temps. Elle est perdue. Cette catastrophe, personne ne s'y attendait. Il n'y a plus de poissons, plus de gibier, plus de poissons, il n'y a plus rien. Ce sera très difficile de vivre comme avant. La veille, Douglas avait fait le déplacement jusqu'à la capitale, Brasilia, pour défendre son projet de nettoyage du Rio Doce. Il en est revenu désabusé et accuse les autorités de détourner les fonds de la réhabilitation. Ce qui les intéresse d'abord, c'est de régler leurs problèmes d'égout et de poubelles avec les subventions. On peut faire des campagnes politiques et être élu grâce à ces travaux. Ils devraient plutôt s'occuper de l'environnement et des victimes. À la fin de l'année, c'est la saison des pluies. L'eau va devenir plus trouble. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. La situation va s'aggraver. Parce que le cancer du fleuve n'est pas soigné, il produit encore des rejets. La pollution prive d'eau potable les habitants des villes bordant le fleuve, comme Governador Valadares, 275 000 habitants. Samarco doit affréter des trains entiers de citernes remplies d'eau. La vague empoisonnée finit sa course dans l'océan, 300 km plus bas, à Regencia. Un spot de surf réputé, fréquenté toute l'année par des vacanciers. À notre arrivée, la station balnéaire est déserte. Le café des surfeurs est fermé, les terrasses abandonnées. Seul, le balai des citernes de Samarco trouble le silence des lieux. Là-bas, c'est la rencontre des eaux. Le Rio Doce et la mer. Quand Bodega est venu s'installer ici comme pêcheur, il y a 18 ans, le village était en plein essor. La boue a fait fuir tous les touristes. Ils ne sont jamais revenus. Au début, j'ai eu du mal à y croire. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. J'ai cru que ça passerait rapidement. Je me disais, demain, je vais retourner pêcher, mes amis vont revenir surfer, je vais recommencer les promenades en mer. Parce que j'emmenais aussi des touristes de l'autre côté de l'embouchure. C'est devenu une ville fantôme? Oh, la ville est morte. La boue s'est collée partout. Sur les coques des bateaux, mais aussi sur les filets de Bodega. Celui-là a trempé dans la boue. Vous pouvez le laver, utiliser n'importe quel produit, ça ne part pas. C'est la boue qui vient de la mine. Il est foutu ce filet. Je ne peux rien pêcher avec ça. La pêche lui rapportait 500 € par mois. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est ma maison et Solange, mon épouse. Bonjour, vous allez bien? Solange aussi est au chômage. Soyez les bienvenus. Solange avait transformé leur maison en auberge. 7 chambres louées aux surfeurs qui lui rapportaient 500 € par mois. Mais depuis la catastrophe, les clients ont disparu.
On a construit cette cuisine pour préparer et vendre des repas. On voulait proposer une offre pension complète. Et après, Et puis il y a eu la boue. On n'a même pas inauguré la cuisine. Samarco verse une indemnité de 250 € chaque mois à Boudega. Solange, elle, ne touche rien. Le revenu a été divisé par 4, pas assez pour subvenir à leurs nouveaux besoins. On doit faire les courses tous les jours. On dépense beaucoup plus. On doit acheter des vêtements. Avant, les clients nous en offraient, même s'ils payaient leur chambre. Mais ça, c'est fini. Le poisson, on pouvait le préparer en ragoût, frit, à la braise. Maintenant, on doit acheter de la viande, du poulet plein de flotte. C'est vraiment pas bon. Plus de 5000 familles mises au chômage par la catastrophe perçoivent chaque mois l'indemnité de Samarco. J'étais fier de servir du poisson, de voir les clients prendre des photos. Ils disaient, c'est lui qui l'a pêché. C'était une satisfaction. C'est terminé, ça. J'ai des photos où il y avait autour de cette table 20, 30 personnes qui mangeaient mon poisson. Les gens vont-ils pouvoir remanger du poisson? Est-ce qu'on va pouvoir en vendre à nouveau? Ça va être difficile. Comme toute la population qui vivait grâce au Rio Doce, la question les obsède. Dans combien de temps l'eau du fleuve retrouvera-t-elle sa pureté? Ce jour-là, nous sommes invités à la salle polyvalente de Regencia. Les habitants sont rassemblés pour une réunion d'information. Un collectif de défense du fleuve est venu présenter le rapport d'Éric Mazei. Aujourd'hui encore, cet océanographe trouve de l'arsenic et du mercure dans ses prélèvements. Mais ce n'est pas tout. L'eau contient des résidus d'aluminium, de fer et de manganèse au-dessus du seuil autorisé. L'aluminium 3 fois plus, le manganèse 5 fois plus et le fer 1140 fois la limite autorisée. Pour la santé, tous ces métaux à de telles doses sont toxiques. Car la boue continue à diffuser dans le fleuve les résidus de la mine de Samarco. Pour les scientifiques du collectif, tout contact avec cette eau aura des conséquences graves. Certaines personnes auront des éruptions cutanées, des problèmes de peau. Ils développeront des cancers ou d'autres maladies. Nous ne savons pas ce qu'il va se passer. Nous sommes au début d'un problème que la science ne peut pas résoudre. Ça prendra du temps. Après avoir dévasté les villages, la vague a laissé derrière elle ses poisons. La catastrophe écologique n'est pas terminée. Nous avons atteint un tel niveau de pollution que le retour à une situation normale est impossible pour l'instant. Nous ne savons pas combien d'années il faudra pour que la région retrouve un équilibre environnemental et écologique. Au total, la rupture du barrage de la mine de Samarco a pollué 650 km de fleuves et de rivières. 3 réserves naturelles ont été touchées et 500 000 personnes affectées. Alors, qui sont les responsables de cette catastrophe industrielle? Retour à Bento Rodrigues, à la source de la pollution. Direction le palais de justice régional à Mariana. Le procureur Antonio Carlos a été le premier à mener l'enquête. Il existe des éléments dans le dossier qui indiquent que Samarco aurait fait preuve de nombreuses négligences. Par exemple, dans la surveillance du barrage, elle n'aurait pas effectué les contrôles techniques avec des appareils de mesure. L'enquête révèle aussi que Samarco a surélevé son barrage, 10 mètres au-dessus de la norme autorisée.
Pour sa construction, la compagnie aurait utilisé une partie des déchets de la mine. C'est bien moins cher, mais c'est interdit. Au total, 8 personnes ont été mises en examen, dont Riccardo Vescovi, le PDG de Samarco. Mais le procureur doute que la justice brésilienne réussisse à aller au bout de la procédure. La complexité du droit permet à Samarco de déposer de nombreux recours. Et c'est ce qu'elle fait. De nombreux mois sont passés depuis la rupture du barrage et on ne sait toujours pas quelle juridiction sera compétente pour ouvrir le procès. Le tribunal fédéral ou le tribunal régional. Le 2 mars 2016, le gouvernement brésilien annonce la signature d'un accord avec les représentants des 2 entreprises propriétaires de Samarco. Le PDG de la multinationale brésilienne Vale et le directeur commercial de BHP Billiton, la compagnie australienne numéro 1 mondiale de l'extraction du fer. Ils se sont engagés à indemniser les victimes et à réparer les dégâts de la catastrophe. Mais là encore, le procureur de Mariana a un doute. Cet accord fédéral, c'est un accord pour rien. C'est du vent. Il prévoit de créer un fonds échelonné sur 10 ans. Samarco devrait verser 6 milliards d'euros, mais rien n'est précisé. Cet argent, il sera versé quand? Et il servira à quoi? Nous avons demandé une interview à Murilo Ferreira, le PDG de la multinationale Vale, en vain. Le seul qui a accepté de nous rencontrer est Alexandre Pimenta, un responsable de Samarco. Il est chargé de reconstruire le village de Bento Rodrigues. Voilà ce qu'il nous a répondu. Savez-vous combien coûtera la reconstruction? Non, le montant exact ne sera défini que lorsque le projet sera abouti. On connaîtra le nombre de maisons et toutes sortes de détails. Le nouveau site est-il à l'abri d'une catastrophe comme celle du 5 novembre? Ça, c'est une question qui ne concerne pas la reconstruction. Y a-t-il des personnes dans l'entreprise qui peuvent répondre à ces questions plus générales? À nouveau, je ne peux rien vous dire. D'après l'organisation de l'entreprise, je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Vous êtes ingénieur. Que faisiez-vous avant la catastrophe? J'étais chargé de construire de nouvelles usines. Ah d'accord. C'est à Mariana que le cafetier du village englouti, José Barbosa, a été relogé. Avec sa famille, ils vivent dans 3 appartements, loués par Samarco. Pour les victimes de la vague empoisonnée, l'espoir de retrouver leur vie d'avant s'éloigne avec le temps qui passe. Le cauchemar se terminera quand tout rentrera dans l'ordre, quand on aura à nouveau une maison, quand la justice sera rendue, quand on sera indemnisé du préjudice matériel et moral. C'est toute notre histoire qu'on a perdue. Moi, j'ai toujours préservé les poissons, les crevettes, les crabes, les bernards l'ermite, les langoustes, tout. Une multinationale qui n'est même pas d'ici jette un produit très dangereux dans le fleuve et personne n'est arrêté. De toute façon, au Brésil, ces gens-là ne vont pas en prison. Les perspectives ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, ça va mal, mais dans 5 ans, eh bien, ce sera pire. Mais les Brésiliens sont déjà en train d'oublier. Ils oublient vite.